Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios partenaires de cette émission, les télés locales de France et le réseau VIA, et avec TV5 Monde qui nous diffuse dans le monde entier dans 200 pays et 17 langues. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter et puis on se retrouvera après pour l'invité politique. C'est Marc Fesneau aujourd'hui, le ministre des Relations avec le Parlement, qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Enfin, c'est l'actualité parlementaire en troisième partie de cette édition. Tout de suite, eh bien, c'est le JT des territoires et on s'y retrouve dans un instant. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Dans un instant, nous partirons pour Perpignan, où nous attendent Alain Both et Marie-France Marchand-Bailey. Elle est vice-présidente du groupe Dépêche. Alain Both est rédacteur en chef de l'Indépendant. Et nous parlerons d'une solution, deux solutions qui sont en train, on espère, d'être trouvées dans les territoires grâce au Monde Nouveau. Un colloque de 3 jours qui se déroule à Perpignan. On sera en duplex et en direct. On ouvre ce journal tout de suite avec LOL. Un chien pas comme les autres. LOL, il assiste les personnes victimes de violences. Ce concept, venu des États-Unis, a été mis en place pour la première fois en France grâce à un procureur à Cahors. LOL est un labrador de 3 ans et demi, prêté par l'association normande Andy Chien. Il va aider les enfants victimes de violences. Il sera là pour les apaiser et les aider à parler dans des moments difficiles. Et si cette aide s'avère concluante, le principe du chien d'assistance aux victimes pourrait se généraliser partout en France. Magnifique expérience que nous décrit Julie Darlingue et Sarah Tuonet pour Via Occitanie, nos partenaires. Cool LOL, cool. C'est bien LOL, c'est bien. C'est bien. Voilà, LOL est lové contre madame et ne bougera plus. Car il est calme et placide. C'est d'ailleurs ce qui le démarque des autres. LOL, ce labrador adopté par la caserne des pompiers de Cahors, a été dressé par l'association Andy Chien, basée en Normandie, pour venir en aide aux personnes victimes de violences. Doué d'empathie, il va absorber leur charge émotionnelle. C'est comme une peluche pour enfants. LOL est pour l'instant un cas unique en France. C'est un chien qui assistera les gens soit en audience dans les gendarmeries ou au commissariat, sur le Lot et le Lot-et-Garonne, pour des personnes et des enfants, principalement des enfants qui ont été soit abusés, soit maltraités, pour pouvoir essayer de diluer la parole, pour que les gens qui sont bloqués puissent reparler et un peu expliquer ce qui leur est arrivé. LOL est déjà opérationnel, il n'attend plus que sa première affaire. Direction Nice dans ce JT à présent. La ville se mobilise contre le handicap. Le sport a investi la promenade des Anglais et bien plus que l'activité physique, ces pratiques sont mises en avant pour promouvoir le handisport. Ici, valides et handicapés jouent ensemble, comme le montre ce reportage des équipes d'Azur TV, nos partenaires. Tir à l'arc, hand, foot, escalade, le sport a investi la promenade des Anglais ce mercredi. Bien plus que l'activité physique, ces pratiques sont mises en avant pour promouvoir le handisport. Ici, valides et handicapés jouent ensemble. Les enfants sont plongés en immersion, notamment le cécifoot, du football avec la vue en moins. Dans le ballon, il y a des petites clochettes et grâce à ces petites clochettes, en fait, ils doivent se repérer et repérer où est le ballon. Et bon, normalement, ça se joue dans un gymnase où il n'y a pas trop de bruit. Et là, on n'avait pas la possibilité, donc on a fait comme on a pu. Et du coup, la place de ça, on a quand même les goals qui aident les équipes à se situer et à avancer tout au long du jeu. Sur le terrain de handball, des joueurs à mobilité réduite côtoient les valides. Les règles sont adaptées, mais le plaisir partagé. On est sur des règles simplifiées, c'est-à-dire que chacun a le même but que sur du hand valide. Ils ont 2 cages, ils doivent jouer ensemble, coopérer, se faire des passes et puis essayer de marquer le plus de buts possible. À l'occasion de la journée nationale du handicap, ces 4500 mètres carrés de stands et d'activités ont pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre. Quand ça se passait au STAPS, c'était un peu entre jeunes et avec quelques associations de personnes handicapées. Là, à partir du moment où c'est sur la promenade, c'est ouvert à tout le monde
monde peut venir participer et c'est ça qui est important. Il y a des personnes handicapées qui vont passer et se rendre compte qu'elles peuvent faire certains sports. Et puis il y a des personnes valides qui vont se rendre compte aussi que grâce au sport, on peut s'intégrer, on peut participer, on peut faire des tas de choses sympathiques et avec des valides tous ensemble. La ville de Nice a apporté son soutien à cette manifestation organisée depuis 2013 par Initiative STAPS. Le handisport permet d'éviter la stigmatisation des personnes en situation de handicap. Vecteur de socialisation, le sport rassemble et transmet les valeurs comme le respect des autres. Cette journée du sport et du handicap permet de gommer les différences. Cela pourrait être le titre d'un roman policier, Les éoliennes de la colère dans le Morbihan. Un groupe canadien avait pour projet d'implanter 16 éoliennes dans la région. Attaqués en justice par des riverains et des associations environnementales, les travaux gigantesques sont à l'arrêt depuis 2 ans. La Cour d'appel administrative de Nantes vient de donner raison à l'exploitant du parc éolien. Les travaux devraient reprendre dans les mois à venir, à moins d'un nouveau coup de théâtre judiciaire toujours possible. Un feuilleton que nous raconte Fanny Coconnier pour TB Sud, de la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. C'est la deuxième plus grande forêt de Bretagne, 3800 hectares. En 2015, la société canadienne Boralex l'a rachetée pour y implanter 16 éoliennes de 186 mètres de haut, un projet contre lequel s'élèvent ces riverains du site. Ils ont carrément défiguré la forêt de la nuit. Ce qui nous choque le plus, nous en tant que riverains, ça sera déjà le visu. On le verra, le parc éolien. Il y a 140 mètres, donc en bout de pale, on monte à 187 mètres. C'est énorme. La Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France mène plusieurs actions contre des projets éoliens dans le Morbihan. Ici, le tribunal administratif de Rennes a entendu ces arguments et demandé l'arrêt des travaux en juillet 2017. Celui-ci concerne une forêt. Mettre des machines de cette ampleur dans une forêt, détruire autant de surface pour créer des chemins et détruire des arbres, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme et c'est une forêt qui est vivante et qui a une faune très très riche de nombreux oiseaux. Il y a 60 espèces protégées. Le projet a reçu l'aval du préfet en février 2014. Sollicitée, la société Boralex n'a pas souhaité répondre à une interview. Par écrit, elle assure que le projet a été évalué finement sur des thématiques inhérentes à son développement, dont l'environnement. Ses opposants se disent abattus après la décision de la Cour d'appel de Nantes début mars autorisant la reprise des travaux, allant à l'encontre des différentes administrations concernées. Un arrêt de la Cour d'appel fait jurisprudence. Donc ce que l'on craint, c'est pour toutes les forêts de France. La première fois où un tribunal autorise des éoliennes en forêt, c'est une étape importante et sans doute décisive. Le groupe Boralex souhaite reprendre les travaux dans les mois à venir. Les opposants au projet étudient la possibilité de déposer un recours au Conseil d'État. La forêt a été mise en vente. La Caisse des dépôts et consignations pourrait en devenir le propriétaire. Voilà, dans ce journal, on va se rendre maintenant à Perpignan. On est en duplex et en direct de Perpignan. Bonjour Marie-France Marchand-Baillet, vous êtes vice-présidente du groupe Dépêche. Et bonjour Alain Baude, vous êtes rédacteur en chef de l'Indépendant de Perpignan. Merci d'être avec nous ce matin. Je disais tout à l'heure, quand l'action et peut-être les solutions partent des territoires, l'idée c'est de se prendre en main, c'est de prendre en main ces problèmes environnementaux, se prendre en main pour notre avenir, j'imagine, Marie-France Baillet. Oui, tout à fait. Il y a une urgence climatique dont il est temps que nous prenions tous conscience. Et le groupe Dépêche, qui couvre l'ensemble de l'Occitanie, a pris les choses en main, si je puis dire, en considérant que nous avions une responsabilité sociétale et qu'il était de notre responsabilité donc d'alerter nos concitoyens et de faire en sorte que chacun à sa place prenne la décision d'essayer de changer les choses autour de lui, mais également dans son environnement, pour faire en sorte que nos enfants puissent vivre dans un monde vivable. Alors c'est un forum de 3 jours au Palais des Congrès pour découvrir, pour échanger, pour créer des solutions ensemble. Alors ce qui est formidable, c'est qu'il y a des étudiants qui travaillent dans des ateliers et que le public peut rencontrer ces étudiants, peut aller à leur rencontre, discuter, parler, essayer de trouver des solutions et au moins essayer d'avoir une forme de pédagogie de ces problèmes-là aussi à recevoir. Oui, c'est encore une fois pour permettre aux gens de prendre conscience de tout cela. Et les étudiants ont répondu présents dès que nous avons lancé ce projet, ce qui est fantastique parce que c'est leur avenir et eux ont vraiment conscience des changements qui sont en cours en ce moment sur notre planète. Et donc le public s'est ouvert au public, l'entrée est gratuite et pendant ces 3 jours, il y aura à la fois des tables rondes, des débats, mais aussi des masterclass et beaucoup d'ateliers où le public pourra échanger avec à la fois les entreprises et les étudiants
également les jeunes start-upers qui seront là pour essayer de trouver des solutions dans tout un tas de domaines. Alors, faut-il douter? Faut-il espérer? Faut-il renoncer? Faut-il imaginer? Ce sont des questions qu'on va se poser pendant 3 jours. Et au fond, à la fin, vous espérez des conclusions positives. Il y a des solutions à ces problèmes environnementaux qu'on connaît. Il faut comprendre d'abord pour mieux agir. Et bien sûr qu'il faut garder de l'espoir. Nous avons tous des enfants ou des petits-enfants. Il faut s'interroger en se disant que puisqu'on les aime, on a envie de leur donner un héritage de cette planète, de ce monde dont nous-mêmes nous avons hérité, pour qu'ils puissent y vivre et qu'ils puissent y vivre bien. Et à la fin de ces 3 jours, les étudiants auront travaillé et nous remettrons officiellement le manifeste du monde nouveau, puisque ce ne sera pas un one-shot. Ce que nous souhaitons faire, c'est le faire chaque année pour faire à la fois un bilan de ce qui se sera passé dans l'année et en même temps voir ce que nous préparons pour l'année à venir. Et je crois que c'est tous ensemble que nous devons prendre notre destin en main. Et je pense que depuis les territoires, depuis les concitoyens dans les territoires, c'est là que sont les solutions. Alain Baude, vous êtes rédacteur en chef de l'Indépendant. Après les États... Pardon, finissez, Marie-France Baillet. Pardon. Enfin, directeur général même. Marie-France Baillet, vous vouliez terminer votre propos? Oui. Oui, je disais que si l'on attend après les États, on voit bien que depuis la COP21, il ne s'est rien passé. On a vu M. Trump reculer et ça a entraîné un certain nombre d'autres États et malheureusement, ça a freiné la dynamique qui était née lors de la COP21. Donc il y a une vraie urgence et je pense que ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent se prendre en main. Alain Baude, pourquoi un grand journal de la presse quotidienne régionale, l'Indépendant, que vous dirigez, tente d'appartenir au monde nouveau? Au fond, vous êtes là depuis longtemps, vous faites partie de la vie quotidienne de vos lecteurs depuis plusieurs générations. Alors c'est justement parce que nous sommes là depuis longtemps, c'est justement parce que nous nous adressons tous les jours à ces femmes et ces hommes qui composent notre territoire que nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités par nos métiers, mais nous avons aussi des responsabilités par ce que nous portons, nos valeurs, mais aussi par ce souci d'être acteurs de notre territoire et sur le front de ces grandes causes. Et cette cause que nous portons à travers ce forum du Monde Nouveau, qui dépasse largement en termes opérationnels l'Indépendant, puisqu'il est porté par le groupe La Dépêche, contribue finalement à être catalyseur de ces prises de conscience, mais comme cela a été dit aussi, des prises d'action. Il est temps aujourd'hui d'agir parce que ça va très très vite, que le temps presse et qu'il faut arriver à se poser autour d'une table. C'est ce qui sera le cas ici, mais avec toutes les composantes humaines de notre société. Il y a des étudiants, il y a des start-up, il y a des entreprises, il y a des élus, il y a le public, parce que tout un chacun portons en nous une part de responsabilité. Il y aura un relais dans l'Indépendant de Perpignan sur ce colloque, à travers vos colonnes, peut-être votre courrier des lecteurs, mais aussi vos sites internet. Le numérique est important dans ce suivi. Alors bien sûr un relais dans l'Indépendant sur l'ensemble des titres du groupe et de tous les supports, qu'ils soient papier, qu'ils soient bien sûr numériques aujourd'hui, parce que nous nous inscrivons nous aussi dans un monde nouveau, quand à l'Indépendant, journal de 1846 créé par Arrigo, nous parlons de numérique, nous parlons aussi d'audio, nous parlons de podcast, nous parlons de web radio, nous sommes aujourd'hui engagés nous aussi dans ce monde nouveau, nous l'accompagnons, il nous accompagne et c'est ensemble que nous le tissons. Et sur le front de ce qui nous occupe aujourd'hui, bien évidemment que nous serons le relais de tout ce qui sera débattu ici, mais aussi ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Il faudra derrière continuer à aller chercher les sujets qui braquent les feux de l'actualité sur tout ce qui est engagé pour lutter contre ce dérèglement climatique et aussi être un catalyseur d'idées et un foisonneur de, on va dire, de petits conseils parce que les gens cherchent des solutions et nous sommes là pour leur porter toute la réflexion, toute la base, en tout cas, d'une action bien consentie. Marie-France Marchand-Baillet, c'est quoi le temps fort là pendant 3 jours? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le créaton, je pense, le temps fort, au-delà des masterclass ou des plénières.
Le Créaton, c'est une opération que nous avons lancée. Nous avons fait un appel à projet et ce sont les étudiants des grandes écoles et des universités de la région. Nous sommes très riches en Occitanie dans ce domaine. Nous avons plus de 250 000 étudiants. Ce sont donc les étudiants qui se sont mobilisés et qui vont sélectionner les projets, les 10 projets majeurs pour l'avenir, non seulement de la région, mais bien évidemment plus largement. Et je pense que ce sera le temps fort au moment où nous annoncerons ces 10 projets. Et puis, par ailleurs, le président de la COP24, Michel Kurtika, sera là dimanche pour recueillir le manifeste du monde nouveau que vont également inventer les étudiants. Merci beaucoup Marie-France Marchand-Bailey. Pendant que vous parliez, on a vu défiler les différentes étapes et les dates pour ces 3 jours donc, de colloques. Un monde nouveau en direct donc, du Palais des Congrès de Perpignan. Merci Alain Both. Vous dirigez l'Indépendant, le journal qui appartient au groupe La Dépêche, dont Marie-France Bailey est la vice-présidente. Merci à vous. Bon 3 jours de colloques et tâchez de trouver, j'allais dire, des solutions pour nous tous. Merci à vous et bon week-end. On passe tout de suite à la revue de presse dans un instant. Voilà, bonjour Saveria, à la une du Dauphiné libéré, l'explosion du nombre de morts sur les routes, malheureusement. 253 personnes sont mortes sur nos routes en février, soit une hausse de 17% par rapport à 2018. Le gouvernement pointe sans détour les fautifs, les gilets jaunes et les dégradations de radars. Pour la sécurité routière, il n'y a aucun doute. La furie anti-radar de ces derniers mois a produit ses premiers résultats. Pendant le mois de février, 9 personnes par jour ont perdu la vie sur nos routes. Une hausse qui se concentre hors des villes, sur les routes à double sens. Cette forte augmentation de la mortalité routière concerne principalement les piétons, les cyclistes, les jeunes et les seniors. Ce qu'il voudrait dire au président, c'est dans le courrier Picard et c'est à la une aujourd'hui. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Elysée les élus de la région Hauts-de-France, 200 maires et parlementaires du Nord, dont plusieurs, comme la maire de Lille, Martine Aubry, ont décidé de boycotter la réunion, tout comme les députés Les Républicains, la France Insoumise et Rassemblement National. Xavier Bertrand, lui, sera bien là, tout comme 80 élus Picard. 5 d'entre eux s'expriment dans votre journal sur le message qu'ils veulent transmettre au président, présent, lui, à ce déjeuner en tant qu'élu du Nord, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics s'en prend à François Ruffin, absent lui aussi aujourd'hui. Il est fort pour dire du mal des gens à la télévision, mais quand il s'agit de venir leur parler, c'est autre chose. Comme on dit chez moi, c'est grand causeux, petit faiseux. À la une de La Voix du Nord, pareil pour le Brexit ? Pas tout à fait. Comment Eurotunnel se prépare à tous les scénarios du Brexit si on ignore toujours la date officielle du Brexit? Il aurait dû intervenir aujourd'hui à minuit. Les acteurs du colossal flux marchand entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ont investi pour conserver leur efficacité après le Brexit, y compris dans le cas d'une sortie britannique sans accord. L'éventualité d'un no deal a conduit les administrations, mais aussi Eurotunnel, les ports de Calais et de Dunkerque, à anticiper. Eurotunnel a mené pour 15 millions d'euros de travaux pour adapter sa structure gigantesque. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Ailleurs, il existe des frontières contrôlées manuellement. Notre ambition est de créer une frontière virtuelle et intelligente, explique John Keefe, qui est le directeur des affaires publiques d'Eurotunnel. Les députés britanniques doivent par ailleurs se prononcer une nouvelle fois aujourd'hui sur une version partielle de l'accord négocié avec l'Union européenne. Merci Saveria et à tout à l'heure pour la 3e partie parlementaire de cette édition. Je reçois 2 invités ce matin sur ce plateau. Bonjour et merci d'être là à vous deux. Patricia Sancy-Ferré, vous êtes fondatrice de Synchro-Cité et présidente de l'association Envie de Résilience. Et bonjour Riyad Salem, vous êtes ancien joueur de basket. Je commence par ça parce que ça me plaît. Vous êtes champion paralympique et ambassadeur de Paris 2024 des JO. Vous êtes membre du jury d'un prix qui sera décerné au Sénat. Patricia Sancy-Ferré, lundi soir, c'est le prix de la résilience professionnelle. Alors vous allez nous expliquer d'abord pourquoi ce mot résilience est arrivé dans notre époque, au fond, un ancien mot, mais qui aujourd'hui donne un sens à ce que vous faites, c'est ça ? C'est les travaux éminents de Boris Cyrulnik qui effectivement a travaillé depuis de longues années sur ce concept, cette définition, ce processus de résilience. Et aujourd'hui, nous, avec l'association Envie de Résilience, on a décidé de le porter en fait dans le monde du travail, puisque peu de travaux, peu de littérature scientifique existent sur le sujet. Et on est convaincu que résilience peut rimer avec performance. Une performance qui soit responsable et durable. À l'heure de la loi Pacte,
on pense que la résilience est un vecteur, voire une vertu pertinente pour l'entreprise de demain. Riyad Salem, pourquoi vous êtes investi dans ce prix? Et puis ensuite, on va écouter une expérience intéressante. Je vais juste revenir sur la question précédente. Ouais. En fait, la définition un petit peu du mot résilience, c'est au-delà de son malheur, c'est pouvoir continuer à créer son bonheur. C'est-à-dire qu'on a des difficultés dans la vie, on peut avoir une maladie, on peut avoir un accident, et on ne s'arrête pas de vivre, on rebondit. Pour beaucoup, oui. C'est vrai que moi, mon cas, j'ai rebondi grâce au sport, ce qui m'a permis, sans être conscient que j'étais en train de faire une démarche de résilience, ça m'a permis d'être en paix avec mon corps, parce que souvent c'est assez difficile de vivre avec une différence. Et donc quand on a une passion, quand on a quelque chose, elle nourrit, elle construit cette résilience. Et le sport m'a permis d'être résilient. Alors une histoire de résilience, avec une enfance difficile, qui ayant réussi dans sa vie a envie d'aider les autres, c'est celle de Patrick Bourdet, qui est membre du jury de ce prix, donc décerné au Sénat lundi soir, le prix de la résilience professionnelle. On va écouter son témoignage et puis on se retrouve après, tout de suite. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir à mon tour effectivement rendre, y compris à des jeunes dans les associations dans lesquelles je suis ou j'interviens. Et avec mon frère, donc, nous avons acheté une cabane dans la forêt à 600 mètres à vol d'oiseau de l'endroit où nous avons vécu l'enfer. Et nous sommes en train d'en faire un lieu de paix, de quiétude, de silence, de lecture. Et vraiment nous revisitons finalement l'histoire, nous bouclons la boucle mais sur un autre plan. Voilà. Et c'est peut-être ça justement la résilience, c'est de transformer l'histoire et de changer également le regard que l'on peut porter, ou que nous pouvons en tout cas nous porter sur elle. Riyad Salem, c'est ça, la résilience, c'est ce qu'il a dit. Et je vais répondre à la question que vous m'avez posée, pourquoi je me suis engagé. Pour deux raisons. Un, c'est une histoire d'amitié. Avec Patricia, ça fait quand même plusieurs années qu'on se côtoie, qu'on mène des actions ensemble, sur d'autres sujets, pas forcément sur la résilience. Et quand cette histoire de résilience est arrivée, je me suis dit, mais comment c'est pas arrivé plus tôt? Et c'est vrai qu'elle porte un sujet qui est là depuis toujours. On le voit avec ce qu'on vit actuellement, ce qui s'est passé avec les attentats. Il y a la résilience individuelle et la résilience collective. Une ville comme Paris, avec ce qu'elle a vécu, a été une ville résiliente. Et je me dis, c'est un sujet tellement d'actualité, et que, évidemment, par rapport à nos histoires, c'était évident qu'un sujet comme celui-là, on l'incarne complètement. Et donc, je me suis embarqué quand elle m'a proposé de parrainer ce projet. Évidemment, ça a été pour moi même peut-être une nouvelle dynamique de résilience pour pouvoir transmettre à tout le monde cette capacité de pouvoir rebondir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Patricia Asensi-Ferret, la résilience, j'allais dire, vous vous sentez pas trop isolé justement dans ce monde extrêmement dur, ce monde où les réseaux sociaux prennent souvent le pas sur la relation directe et personnelle entre les gens. Est-ce que vous vous sentez pas un peu seul dans ce combat ? Alors, je me sens pas du tout seule, d'autant que lundi, on sera près de 200 participants, qu'on a eu 50 candidatures avec des histoires assez formidables, et que, étonnamment, c'est les réseaux sociaux aussi qui ont permis de générer ça et qui vont nous permettre de générer encore plus. Je pense à Patrick Bourdet, je pense à David Abiker, je pense à Juliette Funet, je pense à beaucoup d'autres qui ont été justement, à qui j'ai frappé la porte via LinkedIn, et qui m'ont dit oui. Donc, en fait, on n'est pas seul parce que c'est des histoires d'humanité et d'authenticité qui fait que finalement, il fait chaud très très vite quand on parle de résilience. Est-ce que c'est une deuxième chance dans la vie aussi qui est proposée aux gens ? Alors moi, c'est amusant parce que finalement, j'étais assistante parlementaire au Sénat dans une autre vie, et cette histoire, ce prix de la résilience, par le biais d'un cancer du sein que j'ai eu, puisque le sujet c'est ça, et c'est ce que dit Riyad, le moment où on peut transmettre. Il y a ceux qui vivent leur résilience dans l'anonymat et qui du coup font des choses merveilleuses, et puis il y a ceux qui peuvent peut-être transmettre un message pour donner à d'autres de ne plus être cachés et de ne pas vivre une double peine sur un sujet qui vraiment ne le mérite pas. Comment vous faites pour sélectionner, alors, avec autant d'expériences passionnantes, intéressantes, souvent émouvantes aussi, j'en ai vu quelques-unes. Comment vous faites pour sélectionner? Comment ça va se passer? Ça doit être difficile, non? Parce que si vous avez 200 dossiers, comment faire? Alors, ça a été effectivement difficile. On a reçu 50 candidatures. Il y a plusieurs catégories. La recherche, parce que l'idée, c'est qu'effectivement, on a un propos humaniste, mais l'idée, c'est aussi de l'étayer sur quelque chose de scientifique. Donc, on a une catégorie recherche, une catégorie accompagnement, prévention et rebond. Et en fait, il y a eu des critères, il y a eu des dossiers qui ont été déposés, et il a fallu choisir. Et le jury aura cette lourde tâche de choisir ses lauréats lundi après-midi. Riyad Salem, vous continuez à faire du sport, vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, bien sûr. Votre vie, c'est quoi?
Oula, c'est le côté militant associatif. Toujours, on dirige des associations. Et l'entreprise, évidemment, avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire, Séquence Clé, qui fait des films et de l'événementiel. Et je suis encore actuellement en équipe de France de rugby fauteuil. Et en équipe de France de rugby fauteuil. Oui, toujours en activité. Pour ma retraite, je continue. Je continue toujours le basket avec le club, mais et là, avec l'équipe de France, on fait un très très beau parcours. Et je voulais juste faire une petite aparté. Quand Patricia est venue me voir sur la thématique de la résilience, on porte un projet, nous, avec une association qui s'appelle CAPSA, qui est Cap Résilience, où c'est des champions paralympiques qui vont dans les hôpitaux et les centres de rééducation pour enclencher une dynamique de résilience à travers le sport. Bravo, merci Riyad Salem, ancien joueur de basket, champion paralympique, ambassadeur de Paris 2024 pour les JO aussi. Merci Patricia Sansiféré, fondatrice de Synchronicité et présidente de Synchronicité, présidente de l'association Envie de Résilience. Donc le Sénat parraine ce prix de la résilience professionnelle lundi soir. On va en savoir un peu plus sur qui aura gagné, j'imagine, ces prix. Merci beaucoup à vous. On va regarder ensemble. Merci beaucoup. La météo des territoires de Gilles Moreau. Le temps qu'il fait en France aujourd'hui, vous allez voir, c'est un beau week-end qui se prépare. Soleil, soleil, soleil. On se retrouve après. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, dans quelques minutes, on rejoint notre invité politique sur ce plateau. C'est Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, qui sera notre invité. Et tout de suite, on va regarder ce qui se passe du côté du monde. Un résumé de l'actualité en quelques minutes avec le Zap Monde de TV5 Monde. C'est Juan Guaido, vous savez, le président autoproclamé d'ailleurs, est destitué pour 15 ans par le pouvoir actuel, dont on va parler. Et puis, c'est à Caracas. Et puis, c'est cette église Sainte-Sophie à Istanbul. Le président Erdogan, lui, il vient d'en faire et de vouloir en faire un lieu de culte musulman. On regarde ça en image, on se retrouve après avec notre invité politique. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Juan Guaido n'a plus le droit d'exercer toute fonction publique pendant la période maximale prévue par la loi. 15 ans, précise le contrôleur général de l'administration vénézuélienne, qui a annoncé la sanction ce jeudi. Il lui est reproché de ne pas avoir justifié des dépenses qui auraient été effectuées avec des fonds provenant de pays étrangers. Une décision aussitôt contestée par Juan Guaido. Il n'est pas le contrôleur, il n'y a pas d'interdiction. Ce qui existe, c'est un peuple déterminé à retrouver sa liberté. Le seul organe qui peut nommer un contrôleur est le Parlement légitime. C'est un symbole de l'œcuménisme. En plein cœur d'Istanbul, Sainte-Sophie, construite au VIe siècle, est classée au patrimoine mondial de l'humanité. L'ancienne basilique, devenue mosquée au XVe siècle, transformée en musée sous le régime laïque d'Atatürk dans les années 1930, pourrait bien redevenir un lieu de culte musulman. Le temps est venu, selon le président Recep Tayyip Erdogan. Il y a des élections municipales, mais qui ont une portée nationale. Et Sainte-Sophie est évidemment, je dirais, une vieille revendication des nationalistes et des islamistes. Del Iblou 1 accoste dans un port maltais devant les forces de l'ordre et débarque les 108 migrants à son bord. Épilogue d'une histoire rocambolesque.
Mardi soir, ce pétrolier secourt un groupe de migrants dans les eaux internationales puis se dirige vers la Libye. Mais hier, il met subitement le cap au nord, direction Malte. Les migrants recueillis à bord ont décidé de détourner le navire après avoir appris qu'il se dirigeait vers Tripoli, par peur du sort qui pourrait leur être réservé. Il s'agit clairement d'un acte délictueux de criminalité organisée. Il n'y a aucun secours, aucun naufrage. Il est clair que, en ce qui me concerne et ce qui relève de ma compétence, les eaux italiennes sont interdites aux pirates, aux criminels. C'est dans une cavité comme celle-ci que le drame s'est produit. Sami Mana nous fait explorer les lieux. Étroits, instables. Ce mercredi matin à l'aube, un éboulement dans l'un de ces méandres a fait au moins 20 morts. Tous n'ont pas encore été retrouvés. Ils étaient environ 40 dans le puits. Nous sommes en deuil car nous avons perdu nos collègues. Un mur de terre est tombé sur eux. Pourtant, nous n'avons reçu aucun message de compassion des autorités, ni même des vivres.